Que les bénédictions soient, que la lumière engendre toujours la lumière, éternellement la lumière. Aujourd'hui, dans cette capsule, je vais aborder le mode de pensée de Kama ou le mode de pensée kémite. Je voudrais aborder cela parce que j'ai comme l'impression que les choses partent en vrille. Lorsque vous regardez sur les réseaux sociaux, les gens qui nous suivent ne savent plus vraiment où se trouve la pensée kémite. Il y en a un tel qui affirme être plus kémite qu'un autre. Mais les gens vont se poser la question de savoir, mais quel est le principe du mode de pensée de Kama pour qu'on puisse se dire, lorsqu'on regarde une vidéo ou des capsules ou des informations, qu'on puisse discerner. Parce que quand même, on ne peut pas entrer dans un fourre-tout comme les réseaux sociaux et ne pas savoir naviguer sur la ligne énergétique conforme à son identité. Parce que même dans l'obscurité, il y a de la lumière. Parce qu'en fait, l'obscurité, c'est de la lumière dense. Et donc, pour dédensifier l'obscurité, on produit au sein de l'obscurité la lumière, c'est-à-dire on choisit un fil que l'on fait vibrer dans la grande obscurité et on trouve tout simplement la lumière. Comprenez que l'obscurité n'est pas obscurité comme vous le pensez, mais l'obscurité, c'est également de la lumière. Je donne cet exemple pour montrer qu'en fait, lorsque vous allez sur les réseaux sociaux, vous avez une foultitude d'informations. OK. Comment discerner pour savoir que telle information correspond à mon identité en termes de spiritualité ancestrale? Comment savoir que telle information ne me concerne pas? Parce que c'est là le plus grand défi auquel vous serez confronté, puisque vous allez avoir beaucoup de personnes qui prétendent parler au nom de Kama, au nom de la spiritualité ancestrale, et vous suivez les gens sur les réseaux sociaux, y compris moi, et vous vous demandez, mais comment je peux savoir que celui-ci dit la vérité, celui-là dit les choses par rapport à la spiritualité ancestrale? Comment je peux comprendre ça? En fait, comment je peux, dans l'ensemble des informations, euh, des dispositions mentales, informationnelles au niveau des réseaux sociaux, comment je peux reconnaître, et suivez le mot que je vais utiliser ou les mots que je vais utiliser, comment je peux reconnaître mon paradigme éthique et moral en tant que kémite. C'est un défi intéressant à relever. Et comme je fais dans du pragmatisme et je voudrais forcément vous aider à prendre des choix d'énergie informationnelle au sein de cette foultitude d'informations, je vais conduire cette capsule pour vous aider à comprendre quel est le mode de pensée propre à l'identité de Kama. Parce qu'au moins là, on saura, en surfant sur cette énergie identitaire de Kama, on sait qu'on ne peut absolument pas se perdre en haute mer Internet. Lorsque vous regardez les Orientaux, ils ont un mode de pensée. Je vais dire simplement un paradigme éthique et moral. Le paradigme éthique et moral provient de leur dimension cultuelle, en fait de leur dimension culto-culturelle, mais plus précisément de leur dimension culturelle. Il s'agit de leur spiritualité fondamentale. Et donc, aucun peuple ne peut se développer en dehors de son cultuel et en dehors de son culturel. C'est impossible, ça ne se fait pas. Si vous regardez les pays qui se sont développés dans leur, disons, dans leur dimension de développement telle que nous l'appréhendons aujourd'hui, que ce soit les Occidentaux ou même peut-être les Orientaux, ou en fait, prenons simplement des positions précises, comme par exemple les Chinois ou les Japonais ou d'autres qui ont pu émerger un temps soit peu, on se rend compte que ce sont des gens qui n'agissent jamais en dehors de leur dimension culturelle, en dehors de leur dimension culturelle. Cela est devenu une seconde nature, cela est devenu leur nature, cela est devenu une mentalité.
c'est très important de comprendre le mot mentalité. La mentalité, c'est tout simplement une actualité, c'est-à-dire une réalité continue, présentielle, spatio-temporelle du mental. Le mental étant en relation avec la disposition exécutoire de l'esprit, car le mental est le principe qui exécute l'esprit. Et c'est la fonction fondamentale du mental. C'est en cela que le mental est associé également à ce qui est mens ou mana, c'est-à-dire la capacité magique, ou à la divinité mine. C'est la raison pour laquelle le mental doit être fertile. Mais qu'est-ce qu'un mental fertile? Un mental fertile, c'est un mental qui repose ses fondamentaux sur la dimension spirituelle ou cultuelle ou la dimension identitaire. Un mental ne peut être fertile que lorsque le mental est connecté à l'identité première de l'individu. Par contre, lorsqu'un mental est infertile, comme la plupart des mentalités africaines, excusez-moi le terme et j'assume entièrement ce que je dis, les mentales, on dit ça également, ou les mentaux, on dit ça également, mais les mentales se disent. Donc, la plupart des mentales ou des mentalités africaines qui sont à la limite destructrices, simplement parce que les Africains vivent dans une forme d'incohérence intérieure que j'assimile à la dissonance cognitive ou à la perte d'identité. Donc, quand vous avez un peuple qui n'est plus connecté à son identité, même si les individus qui naissent de ce peuple sont fortement intellectuels et peuvent mener des logiques et des raisonnements, tant que ces gens sont déconnectés de leur dimension culturelle, il y aura beaucoup de logique, beaucoup de raisonnement, beaucoup de redondance, mais il y aura toujours du surplace, il y aura de la stagnation, parce que ce sera un mental tout aussi stérile que logique que raisonnable, enfin raisonnement, mais ce mental n'aura pas du tout, absolument pas de la fertilité. Donc, un mental fertile, c'est un mental qui puise dans sa dimension culturelle et qui se propose de faire du développement, c'est-à-dire de partir de l'intérieur vers l'extérieur, développement, et non de l'enveloppement qui consiste à prendre ce que les autres ont et à ne jamais émaner quoi que ce soit de son identité. La plus grande richesse d'un peuple, c'est son identité. C'est de là justement que le peuple va trouver sa philosophie, sa métaphysique, sa médecine. Toutes les sciences humaines doivent provenir et proviennent forcément de l'identité d'un peuple. Et donc, quand un peuple n'a pas ou n'a plus son identité, eh bien, ce peuple n'a pas de capacité de production parce que ce peuple n'est plus fertile et ce peuple ne peut pas pondre, n'est-ce pas, disons, des réalités constructives à son développement. C'est pour cette raison que je parle justement du paradigme éthique et moral. Donc, chaque peuple, chaque société évolue selon son propre paradigme. Quand vous voyez, par exemple, des étrangers venir dans nos pays ouest africains, vous les verrez. En un rien de temps, ben, ils ouvrent des magasins, des fast-food, des trucs, des restaurants. Est-ce que ça veut dire que cela veut dire que nos Africains ne savent pas préparer? Nous savons bien préparer. Nous avons les meilleurs cuisiniers ou les meilleures cuisinières, si vous voulez. Mais pourquoi nous ne faisons pas cela? Et c'est des étrangers qui viennent s'implanter, qui engagent nous, des autochtones, sur des salaires de misère. Et en fait, on se demande pourquoi les Africains eux-mêmes ne peuvent vraiment pas le faire. Sur les parcs automobiles, ben, c'est des Libanais. Donc, tout cela se joue sur quoi? Sur la mentalité. Ça veut dire que ces personnes sont d'une autre mentalité et où que ces personnes aillent, eh bien, leur mentalité définissent leurs actions. De la même manière, les Africains, quel que soit leur niveau de mentalité, même exportés à l'étranger, ben, ils sont ce qu'ils sont. Vous allez en France, par exemple, vous visitez des restaurants togolais, vous visitez des restaurants sénégalais, vous visitez des restaurants camerounais. Eh bien, Seigneur, ce n'est pas vraiment différent des restaurants africains en Afrique. On a comme l'impression que ben, les gens exportent toujours leur mentalité d'un endroit à un autre endroit. Et c'est ça qui est le problème.
Donc, si la mentalité de base, elle est défectueuse, comme des Africains qui font le nivellement par le bas, même à l'étranger, ils feront pareil. Vous allez voir que la plupart des autres sociétés, je vais parler ainsi, sur les réseaux sociaux, leur comportement est différent. Mais regardez le comportement des Africains. C'est exactement le comportement de leur maison habituelle. Parce que leur mentalité à la maison n'ayant pas changé, ben c'est les mêmes mentalités sur les réseaux sociaux. Parce que dans la mentalité, c'est-à-dire dans l'activité constante du mental, il y a ce qu'on appelle ce paradigme éthique et moral qui définissent l'individu et qui proviennent justement de son identité. Donc, quand l'individu n'est pas en phase avec son identité, il vit dans une forme de dissonance qui est en réalité, excusez-moi le terme, une forme de maladie mentale ou maladie mentale et spirituelle, mais qui ne se détecte pas aussi facilement comme on pourrait l'imaginer. Et donc, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Vous allez trouver des gens à l'étranger qui vont utiliser la logique et le raisonnement pour justifier des comportements. En fait, ils utilisent un paradigme occidental pour, pour parler des choses africaines. Et c'est assez embarrassant de le leur faire remarquer. Parce que ce sont des gens qui vont trouver que, mais pourquoi les Africains ne sont pas comme ceci? Pourquoi ils ne sont pas comme ça? Parce qu'en fait, dans leur mentalité, ces gens veulent faire une comparaison entre les Occidentaux et les Africains et veulent que ben, les Africains se comportent exactement comme ceci, comme cela. En fait, on veut universaliser un modèle occidental pour que les Africains deviennent, par leur mentalité, des Occidentaux. Vous voyez, c'est un peu cela qui se propose, qui se profile à l'horizon. C'est la raison pour laquelle je trouve très important de faire une capsule sur justement le mode de pensée kamite ou kémite, afin que les gens puissent se dire, waouh, est-ce que quand je réfléchis au quotidien, est-ce que je réfléchis en tant que, disons, un kémite? Est-ce que je réfléchis comme ça vraiment? Est-ce que c'est mon mode de pensée? Comment je peux reconnaître dans cette immensité, dans cet océan informationnel Internet, comment je peux retrouver mon mode de pensée qui soit en accord et qui parle à mon identité et que je ne ressemble pas dans ma tête à un Chinois et que je veuille défendre avec cette mentalité chinoise des réalités africaines ou que je veux défendre les vérités de Kama en m'appuyant sur un raisonnement et une logique à dimension occidentale. Est-ce que vous voyez un peu ce que je veux dire? C'est là où les choses deviennent intéressantes. Je vais être, disons, précis dans ce que je vais dire. Un Africain ne pensera jamais comme un Occidental. Ce n'est pas possible. Un Africain fera l'effort de penser comme un Occidental, mais parce qu'il est un Africain, parce qu'il dispose d'une dose de mélanine, eh bien, tôt ou tard, il sera rattrapé par une forme d'incohérence qui se déroulera au niveau de sa tête. C'est comme ça que ça fonctionne. Parce que chacun d'entre nous, dans l'ordre de la nature, est un ordre naturel. Les Occidentaux sont dans un ordre naturel et leur mode de pensée, ça leur va bien parce que c'est leur nature. Mais leur mode de pensée ne peut pas nous aller. Ne peut pas nous aller, ce n'est pas possible. Et le mode de pensée des Orientaux, ça ne peut pas nous aller. Nous devons trouver notre mode de pensée à nous. Alors, quelle est la différence notable entre le mode de pensée, disons, occidental et notre mode de pensée? La première chose qu'il faut réaliser, c'est que dans le mode de pensée occidental, et vous le trouverez également dans les écritures sacrées, qui sont des copies de nos écritures sacrées, et pourtant, bien qu'étant des copies de nos écritures sacrées, ça a permis à ces gens d'avoir un certain développement. Imaginez, nous, si nous retrouvons notre origine et notre originalité, notre authenticité spirituelle, comment nous pouvons aller beaucoup plus loin. Eux, ils se sont basés simplement sur des documents qu'ils ont falsifiés. Ils se sont créés eux-mêmes leur spiritualité à la base, à partir de notre spiritualité. Et pourtant, grâce à cela, ils se sont développés à leur façon, bien sûr. Mais imaginez, nous, lorsque nous retrouvons notre identité et notre spiritualité, comment nous pouvons justement nous développer. Il est impossible de dissocier l'identité de la spiritualité ancestrale. Ce n'est pas possible.
car c'est dans la spiritualité ancestrale que se trouve l'identité de l'individu, pas en dehors. Et donc, le mode de pensée occidental est un mode forcément binaire. Il ne faut pas le chercher ailleurs. Et c'est basé surtout sur la loi du plus fort. Le mode de pensée occidental, c'est la lutte du bien contre le mal. Vous le retrouverez dans toutes les écritures sacrées la plupart du temps, comme le Coran, comme la Bible, parce que ce sont ces gens qui ont produit ces formes de connaissances. Et vous retrouverez ces gens en train de dire, il y a les forces du bien qui luttent contre les forces du mal. Même lorsque les Occidentaux vont en Égypte pour prendre la connaissance égyptienne ou interpréter nos divinités ou essayer de comprendre nos divinités, ils essaieront toujours de les comprendre avec leur fondement éthique et moral, c'est-à-dire leur paradigme éthique et moral. C'est eux qui vous diront que le dieu Seth représente le mal et que le dieu Horus ou Osiris représente le bien et que les deux, c'est la lutte du bien contre le mal. Mais ils ne pourront pas vous expliquer ce que signifie Sematawi. Mais au même moment, ils sont étonnés de constater que dans l'Assemblée des dieux, le dieu Ré propose justement que ce soit le dieu Seth qui soit roi d'Égypte. Parce que justement, le dieu Seth et le dieu Ré ont un rapport très important en ce qui concerne la lutte contre le dieu Apophis. Alors, un dieu apparemment maléfique, qui même au temps jadis avait gouverné l'Égypte antique, je reviendrai là-dessus, qui devient un dieu bénéfique pour nous sauver de l'extinction au même moment que ce dieu ne puisse pas trôner sur le trône d'Égypte. Vous voyez, cette façon de penser, l'occidental ne pourra pas l'appréhender. Parce que pour l'occidental, c'est une confusion. Se retrouve par maintenant, l'occidental va essayer de clarifier avec son mental. Donc, quand un occidental lit l'Égypte antique, il lit cela avec son mode de pensée, avec son paradigme à lui. Et nous également, nous devons dire, mais non, ce n'est pas ce que eux, ils voient que nous voyons. Nous devons nous poser la question de savoir, mais nous, en tant que de la cité de Kama, qu'est-ce que nous voyons? Quel est notre mode de pensée? Quel est notre fondement en termes de paradigme éthique et moral? Notre fondement est tout à fait simple. Celui qui est de la cité de Kama, eh bien, ne fait jamais la lutte du bien contre le mal parce qu'il sait que c'est une peine perdue. Il sait très bien qu'aujourd'hui, une chose est appelée le bien pour lutter contre le mal, mais il sait également que demain, la chose qui fut jadis le mal sera le bien pour lutter contre ce qui fut jadis le bien et qui deviendra le mal. C'est justement ça le fondement. Et donc, nos ancêtres ne se... En fait, ils étaient dans la sagesse spirituelle et donc ils ne recherchaient vraiment pas à être du côté du bien contre un mal ou à être du côté du mal contre un bien. Est-ce que vous comprenez ça? Ce mode de pensée n'est pas le mode de pensée de Kama. Il faut bien comprendre cela et l'intégrer. Parce que la spiritualité ancestrale elle-même, de par son principe premier, n'est pas d'accord avec ce mode de pensée. Il n'y a pas de bien contre le mal, il n'y a pas de mal contre le bien. Ça n'existe pas. C'est une fabrication humaine. Les concepts du bien et du mal sont des concepts moraux. Mais bien avant la morale, eh bien, il y a l'éthique. Et dans l'éthique, on retrouve justement l'identité intrinsèque de l'individu. Si vous manquez cela, vous ne pourrez même pas savoir ce qui est bien ni ce qui est mal. Vous déciderez de ce qui est bien et vous déciderez de ce qui est mal. Et c'est ce que fait l'Occident. L'Occident décide de ce qui est bien. Et demain, l'Occident décide de ce qui est mal. Lorsque l'Occident suit son peuple et suit, par exemple, les perversions de son peuple, eh bien, l'Occident peut légitimer, peut sortir une loi à majorité, si vous voulez, ou une loi de minorité, pour dire, à partir d'aujourd'hui, cette forme de sexualité est acceptée pour ne pas discriminer. Vous voyez, l'Occident ne se demande pas où se trouve le principe premier de cette disposition dans la nature. Non. L'Occident décide qu'à partir de maintenant, ceci est bien, à partir de maintenant, ceci est mal. Vous voyez, c'est ainsi que l'Occident pense. Mais nous, on ne peut pas penser comme ça parce que nous cherchons toujours à trouver une identité au sein de la nature. Et si vous voulez trouver une identité au sein de la nature, vous ne devez être ni dans le bien ni dans le mal. Vous devez être dans une seule chose, dans l'équilibre.
Donc, nos ancêtres ne recherchaient pas le bien. Nos ancêtres ne recherchaient pas le mal. Ces éléments moraux n'étaient pas leur objectif. Ce qui était leur objectif et qui est le fondement de la spiritualité ancestrale au cœur même de la Mahat, c'est le Djed, le phallus d'Osiris. C'est la raison pour laquelle l'élément le plus important fut justement le membre, c'est-à-dire le troisième pied ou le pénis d'Osiris, qui justement n'a pas été retrouvé dans l'océan ou dans le Nil parmi les 14 morceaux. Vous savez que tous les morceaux du corps d'Osiris ont été retrouvés, sauf le pénis d'Osiris. Et naturellement, il a fallu utiliser le bois du sycomore pour fabriquer par la magie de Isis un pénis avec le bois de sycomore pour que justement Horus arrive au monde. Cette façon de percevoir la chose est l'identité de Kama. Parce que justement, le membre d'Osiris qui représente également le Djed, l'équilibre, montre clairement que toutes les divinités de la Maat, parce que la Maat, en fait, au sein de la Maat, c'est les divinités, c'est les présences. Toutes les divinités au sein de la Maat adorent le Djed. La Maat représente également la matrice. Et au sein de la matrice est le piquet du Djed. Donc, tous les principes premiers au sein de la Maat sont tournés vers le Djed pour honorer le phallus d'Osiris, parce que toutes les divinités ne respectent qu'une seule et unique chose, l'équilibre. Il n'y a pas de divinité du bien contre de divinité du mal. Sekhmet est une magnifique divinité et pourtant, elle peut devenir une terreur, n'est-ce pas? Simplement parce qu'elle est terreur lorsque c'est nécessaire. Quand les hommes manquent de respect à Ré et que Ré doit les punir, c'est une métaphore. Et Sekhmet devient également Hathor ou Isis. Et vous constaterez qu'en réalité, cette transformation, métamorphose, montre en fait qu'il n'y a pas de principe premier mauvais absolument et de principe premier bon absolument. Ce qui est recherché au sein de la nature, c'est l'équilibre. Donc, la mentalité ou le paradigme éthique et moral de l'Africain, c'est de retrouver l'équilibre. Maintenant, allons de façon pragmatique. Dans la vie au quotidien, dans les rapports internationaux, dans nos ambassades, dans nos façons de fonctionner, de relationner avec les autres pays, ou dans l'affaire de la Russie et de l'Ukraine, et dans d'autres formes d'affaires, l'Africain doit d'abord se poser une question. Où se trouve l'équilibre? Comment trouver l'équilibre? Pas donner raison à une personne, pas donner tort à une autre personne. Parce que si une situation se produit, elle se produit pour une raison. Et donc, si une situation est là, quel est l'équilibre qui a été manqué pour que la situation survienne? Donc, normalement, nos chefs d'État africains devraient, disons, aborder, je donne un exemple, hein, l'affaire de la Russie et de l'Ukraine avec une mentalité de Kama, précisément axée sur l'équilibre. Comment créer l'équilibre dans cette situation? Et d'ailleurs, ça devait commencer déjà à la maison. Comment créer l'équilibre entre vos enfants? Parce que quand vous avez un enfant qui vous dit il a fait quelque chose et qu'il a raison, et un autre, il a tort, et que c'est le grand frère qui a tort, ou peut-être que le petit frère a raison, ou le petit frère a tort, comment est-ce que vous réglez la situation? Est-ce que vous réglez la situation en donnant tort à une personne et en donnant raison à une autre personne, ou bien vous cherchez l'équilibre entre les enfants? Parce qu'il peut arriver que lorsque vous dites à un enfant, tu as tort, ben que l'enfant le prenne mal. Et vous allez me dire, mais Monsieur Godson, il faut que je lui montre qu'il a tort. Oui, je suis d'accord. Vous pouvez expliquer à l'enfant pour que l'enfant prenne conscience lui-même qu'il a tort. Mais ce n'est pas à vous de dire à l'enfant qu'il a tort. J'ai rencontré des situations comme ça. C'est-à-dire que vous prenez un petit frère qui a toujours subi des choses de son grand frère. Et à un moment donné, il en a eu ras-le-bol. Mais il n'a eu ras-le-bol que sur une dernière situation. Et c'est vrai, cette situation, naturellement, ne pouvait pas lui donner raison, puisque c'est une situation de ras-le-bol. Et il s'est servi d'une situation qui n'en valait pas la peine. Et justement, il a mal agi envers son grand frère.
On est d'accord. Et vous, quand vous venez, vous posez la question de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Et le petit frère vous dit ce qui s'est passé. Et le grand frère vous dit également ce qui s'est passé. Et vous voyez de façon logique, vous voyez de façon très logique, dans les raisonnements, vous voyez que mais, le petit frère a mal agi parce que, évidemment, il a fait ceci que je ne vais pas nommer à l'endroit du grand frère et le grand frère, disons, l'a giflé ou a fait ceci ou fait cela. Et vous trouvez que vous avez très bien réglé. Mais il y a certainement d'autres choses que le petit frère a dû subir énormément depuis très longtemps. Et de par sa position de petit frère, il n'a pas pu en parler parce qu'il n'avait pas non plus l'oreille attentive pour l'écouter. Et vous n'avez pas checké au fond du fond, du fond, du fond de la situation. Il y a même une situation pareille hein, qui m'a été racontée par ceux qui viennent me consulter chez moi. C'est une situation dans laquelle un petit frère a été accusé par son grand frère dans un conseil de famille parce qu'il a agi d'une certaine manière que tout le monde estimait ne pas être normal. Et il était là, il a écouté tous les gens, chacun a parlé et on l'a bien chargé, on l'a bien accusé de tout. Et on lui a demandé, oui, est-ce qu'il a compris? Il a souri qu'il a compris. Et il n'a plus placé un seul mot jusqu'à la fin du conseil. Il a fallu l'intervention d'un sage pour dire, mais attention, je connais ce petit frère-là. La façon dont il a accepté facilement que c'est bon là, que lui, il n'est pas sûr que la situation soit réglée. Qu'il veut qu'on écoute le petit frère, qu'il a beaucoup d'autres choses à dire. Les gens disent non, etc. C'est son grand frère, nous sommes en Afrique. Il dit non. Tel qu'il a dit, d'accord, c'est bon, que ce n'est pas évident que cette situation est réglée. Écoutons le petit frère, il a d'autres choses à nous dire. Et il a fallu que ce petit frère se mette à parler. Il a parlé pendant longtemps, des choses inouïes. Tout le conseil de famille était choqué parce que personne ne pouvait imaginer que son grand frère aurait agi comme ça envers lui. Et pourtant, il se taisait parce que justement, il ne voulait pas blesser le grand frère ni créer des problèmes au sein de la famille. Mais un ras-le-bol, vous voyez, si vous ne savez pas régler les situations, vous allez envenimer les rapports entre vos enfants. Donc, il ne s'agit pas comme dans un couple ou dans une amitié ou dans... Non, nos sages africains ne cherchaient pas à donner tort ou à donner raison à quelqu'un. Ils savaient que si une situation se produisait, les deux avaient à la fois raison et tort. Et donc, il ne faut pas chercher à donner raison à une autre personne parce que chacun trouvera toujours forcément à avoir raison et l'autre cherchera toujours à avoir raison ou à donner tort à l'autre. Comment régler le problème? Il faut trouver l'équilibre. Qu'est-ce qui permettrait de créer l'équilibre au sein de la famille à partir de l'équilibre entre le grand frère et le petit frère? Vous voyez, à partir du moment où vous commencez à mettre votre mode de pensée en mode équilibre, mode équilibre, mode équilibre, vous allez voir que les interactions que vous allez avoir avec les gens qui vous entourent, eh bien, vous rechercherez toujours l'équilibre. Vous ne rechercherez pas à donner raison ou à donner tort, vous chercherez toujours l'équilibre. C'est très important de chercher l'équilibre, toujours. L'équilibre pourrait vous amener à agir d'une manière tout à fait anormale. Mais en fin de compte, les gens diront que vous avez agi avec sagesse. Parce que toutes les personnes qui agissent en respectant la loi de l'équilibre, eh bien, ce sont des personnes qui agissent toujours avec sagesse. Vous pouvez décréter dans un pays, par exemple, que nous souhaiterions qu'il y ait plus d'enfants parce que vous constatez que la population est en perdition et que le taux de mortalité s'est accru. On peut voter une loi temporaire et dire, ben, nous récompensons toutes les personnes sur une tranche d'année à, à faire des enfants et après, justement, mettre fin à cette loi. Parce qu'on estime qu'à un moment donné, il faut toujours rechercher l'équilibre des forces, l'équilibre des choses. Il doit y avoir un équilibre entre les lois. On peut voter des lois pour arranger des gens pendant un certain nombre d'années parce qu'on souhaiterait que certaines choses se fassent correctement. Et ensuite, on peut abolir ces lois parce qu'on estime qu'à un moment donné, ces mêmes lois pourraient créer un déséquilibre.
Et donc, on cherche l'équilibre, on cherche toujours à voir où se trouve le point d'équilibre. L'Afrique ne prendra pas une position contre l'Ukraine en soutenant la Russie. L'Afrique ne prendra pas une position sur l'Ukraine en allant contre la Russie. Soutenir la Russie contre l'Ukraine, soutenir l'Ukraine contre la Russie. Ce n'est pas ça la position d'un Africain de souche. La position d'un Africain de souche, ce sera d'observer l'englobant tout, l'ensemble de tout le systémique et de dire où se trouve l'équilibre. Et c'est là que l'Africain dira, voilà la position, si position est, voilà la position de l'Afrique. Et cette position sera toujours une position d'équilibre. Mais est-ce que vous pensez que les Occidentaux recherchent l'équilibre? Non. Les Occidentaux recherchent toujours une seule chose et unique chose, le déséquilibre continu. Mais c'est ça que vous ne savez pas. L'Occident recherche toujours le déséquilibre continu. Là où il y a l'équilibre, ou je vais dire pas l'équilibre, là où il y a un semblant de paix, l'Occident doit rechercher un déséquilibre. L'Occident doit déséquilibrer le système parce que l'Occident ne vit que du déséquilibre. Le déséquilibre l'arrange. Et donc, quand on dit aujourd'hui qu'il faut surarmer Kiev, ben, c'est un système purement impérialiste occidental. Ça l'arrange parce qu'il faut instaurer la loi de la jungle pour devenir après les sauveurs. Il faut créer un système de fragmentation des nations pour que justement les nations émiettées soient sous le contrôle d'une seule structure impérialiste. Il faut bien comprendre que le fondement du système impérialiste, c'est le déséquilibre continu. Si vous n'avez pas conscience de ça, c'est qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. C'est le déséquilibre. La seule solution au problème du monde actuel, c'est l'Afrique. Mais si l'Afrique ne retrouve pas son identité, qui est de s'imposer en tant qu'équilibre du monde et d'imposer des lois, des règles pour l'équilibre, je ne suis ni sur les Occidentaux, ni sur X, ni sur Y. Je suis sur l'équilibre de la nature, l'équilibre du monde. D'abord, l'équilibre de la nature, parce que le monde et la nature, ce n'est pas la même chose. L'équilibre de la nature et ensuite l'équilibre du monde. Parce que la nature elle-même, lorsqu'elle est en difficulté, elle recherche d'abord son propre équilibre. Si les hommes déséquilibrent la nature, eh bien, la nature n'hésitera pas à éliminer d'abord les hommes et à conserver les végétaux, les minéraux et les animaux sur une certaine période avant que les hommes ne reviennent encore. Éliminer les hommes, pas tous les hommes, mais une grande majorité d'hommes seront éliminés pour maintenir un équilibre dans la nature. Regardez comment la nature fait. Lorsqu'elle est en danger, lorsqu'elle perd son équilibre, ben, elle élimine un ensemble de choses qu'elle estime ne plus être convenables à son équilibre. Donc, sachez qu'on a beau être, disons, l'apex le plus évolué, mais nous sommes également l'apex le plus fragile. Parce que si la nature veut retrouver son équilibre, c'est d'abord nous que la nature va éliminer. Parce que nous sommes les êtres les plus intelligents dans le rapport avec la nature et donc les êtres qui déséquilibrent plus facilement la nature. Et donc la nature va devoir d'abord nous éliminer pour retrouver un équilibre avant d'engager encore un autre processus pour que les humains reviennent encore et encore en quantité. Est-ce que les animaux déséquilibrent la nature? Non, pas vraiment. C'est une façon de parler. Est-ce que les végétaux déséquilibrent la nature? Non, pas vraiment. Est-ce que les minéraux déséquilibrent la nature? Non, pas vraiment. C'est l'homme qui déséquilibre la nature. Et donc, il sera le premier à être éliminé. Et quand la nature retrouvera un équilibre, eh bien, elle remettra les hommes encore dans la chaîne. Est-ce que vous commencez à comprendre? C'est pour cette raison que l'Afrique doit rechercher d'abord et avant tout l'équilibre de la nature et ensuite l'équilibre du monde. Et quand nos chefs d'État vont commencer à faire une formation dans la spiritualité ancestrale pour comprendre ce que c'est que la Maat, c'est-à-dire l'ordre naturel, l'équilibre naturel, l'harmonie naturelle et l'amour naturel, quand nos chefs d'État connaîtront ce que c'est que la Maat, pas les lois que vous récitez bêtement, je parle du principe premier de la Maat, eh bien, ils commenceront à agir avec sagesse. Et le fondement de la sagesse, c'est de retrouver le pénis d'Osiris,
c'est d'adorer le pénis d'Osiris, c'est de vénérer le pénis d'Osiris, c'est d'adorer, de vénérer l'équilibre. Si vous voulez savoir comment un kamite pense, un kémite pense, je vous assure, la seule chose qui doit vous donner sa ligne droite, c'est l'équilibre. Alors, quand vous allez sur les réseaux sociaux et que vous lisez les informations, posez-vous justement la question. Est-ce que l'information que j'écoute et que j'entends en ce moment est une information qui recherche l'équilibre? Si cette information ne recherche pas l'équilibre ou ne vous propose pas la voie de l'équilibre, alors ce n'est pas une pensée de la spiritualité ancestrale. Parce que pour nous, on ne cherche pas à donner tort ou à avoir raison. C'est la sagesse qui guide nos pas. Et la sagesse a pour fondement la recherche continue de l'équilibre. Mais sachez une chose, l'impérialisme ne recherchera toujours que le déséquilibre. Et la solution à l'impérialisme et à ce déséquilibre absolu, c'est justement l'équilibre absolu de l'Afrique. Et l'Afrique, Middleway peut faire toute la différence entre les nations. C'est notre identité. Commençons alors, dans notre paradigme éthique et moral, à asseoir dans nos familles, dans nos rapports, dans nos interactions, recherchons, pensons, ressentons, adorons, vénérons et vivons toujours avec la conscience de la recherche de l'équilibre. Je vous remercie d'avoir suivi cette capsule et que l'équilibre soit. Merci à vous.